Et pour la prochaine présentation, ici, tout de suite, on passe la place à professeur Christopher Calixte. Je dirais rapidement, en fait, Christopher Calixte, il a diplômé à la faculté des sciences. En 2010, il a soutenu sa thèse en 2015, thèse qu'il a fait en collaboration avec l'université de Sherbrooke. Il a surtout travaillé en fait sur la maîtrise sur les piliers de pont confiné, les spires et hélicoïdales. Donc je passe rapidement à la raison. Bonjour, comme disait le présentateur, je suis Christopher Calixte, ingénieur civil de formation. J'ai une maîtrise en structure à l'université de Sherbrooke. J'ai travaillé avec le professeur Patrick Autre. Aujourd'hui, je vais présenter sur la prise en compte de l'aléa sismique dans la conception et le dimensionnement des structures. Donc, je ne vais pas tarder pour ça. On n'est pas sans savoir que nous sommes dans une région où l'aléa sismique est présente. Donc, je ne vais pas m'arrêter là-dessus. Maintenant, le tremblement de terre du 12 janvier a été vraiment a causé pas mal de catastrophes, mais ceci est dû pas seulement à cause de l'aléa sismique, mais c'était surtout à cause de la vulnérabilité des structures. Donc, sur la figure qu'on a là, on a le palais national avant et après le tremblement de terre. Ensuite, on peut voir deux vues de l'hôtel Montana, avant et après le tremblement de terre. Donc, ces bâtiments étaient particulièrement vulnérables. Maintenant, on sait que l'aléa est présent, on ne peut pas jouer là-dessus, mais on peut surtout réduire sur la vulnérabilité des bâtiments. Comment faire? Donc, nous voyons ici, ça c'est la photo de l'école de l'hôtellerie avec ce qu'on appelle le étage mou, c'est ce qu'on appelle un des défauts structurels. Donc, il faudra d'abord concevoir des structures, mais surtout les concevoir en tenant compte de ce aléa. Donc, maintenant, je dis bien, la conception des bâtiments fait intervenir d'abord, on a besoin d'un architecte, d'un ingénieur géophysique, d'un ingénieur de structure, d'un ingénieur géotechnique. Maintenant, l'architecte pourra concevoir les bâtiments, mais on voudrait mieux que ce soit des bâtiments qui soient réguliers en plan et en élévation, tout en cherchant aussi la symétrie aussi dans la structure en gros. Maintenant, l'ingénieur géophysique, on aura besoin à catégoriser le sol, à déterminer la fréquence du sol et à déterminer le spectre de dimensionnement. Je dis spectre de dimensionnement, les spectres de dimensionnement, ça peut être un spectre d'accélération ou de vitesse, ou de déplacement aussi. Donc c'est pourquoi je dis le spectre de dimensionnement. Maintenant, l'ingénieur en structure, il aura à analyser les plans architecturaux, définir la structure globale de la structure, à savoir le système de reprise des charges gravitaires et le système de reprise des forces sismiques. Ensuite, choisir le type de liaison. Maintenant, il faut déterminer les coefficients de priorité. Pourquoi je dis les coefficients de priorité? Donc, si j'ai à dimensionner un hôpital, ça ne va pas être le même dimensionnement pour si j'ai à dimensionner le bâtiment pour une personne quelconque. Donc, un hôpital, ça va rester apte, même après un tremblement de terre. Donc, je ne peux pas accepter qu'il y ait des déformations trop grandes pour un hôpital, mais par contre, pour un bâtiment, à usage courant, oui, on peut, du moment qu'il n'y a pas d'effondrement. Donc, c'est pourquoi je parle des coefficients de priorité. Donc, je dis ensuite prédimensionner les éléments de la structure, ensuite modéliser la structure, déterminer les périodes fondamentales de la structure, analyser les éventuels risques de résonance, déterminer la méthode d'analyse adéquate, dimensionner les éléments de la structure, vérifier les déplacements différentiels entre deux niveaux successifs, ensuite déterminer la distance minimale entre des ouvrages voisins ou qui peut être par exemple ce qu'on va appeler les joints partitions. Donc maintenant, l'ingénieur géotechnique pourra concevoir et dimensionner les fondations, évaluer les risques de liquéfaction de sol et calculer et vérifier les tassements. Maintenant, dimensionner les éléments de la structure, pour dimensionner les éléments de la structure, il faut, une fois qu'on a défini la structure globale, on va définir les éléments de la structure. Quels sont les éléments de la structure? Donc, on peut parler des murs structuraux, des poutres, des poteaux et des nœuds poutres-poteaux. Les nœuds poutres-poteaux sont assez importants, mais on n'en parle pas trop souvent dans la littérature. Donc, mais ça demande un intérêt particulier. Maintenant, les principes de dimensionnement, il y a le principe de dimensionnement à la capacité ou aux états limites, c'est ce qu'on faisait avant, mais de nos jours, on est amené vers la tendance pour le dimensionnement à la performance.
c'est quoi le dimensionnement à la performance? On ne va pas dire que pour la structure n'a pas à se déformer ou à avoir les fondements. On va se dire, ok, pour tel niveau de tremblement de terre, pour telle intensité de tremblement de terre, on va accepter qu'il y ait tel ou tel type de déformation. Donc à ce moment, on va plutôt vers l'optimisation dans le dimensionnement. Il faut rappeler que actuellement, les nouveaux codes de construction font appel à ce principe de dimensionnement et c'est ce à quoi ils ont tendance à aller vers. Donc c'est pourquoi que je n'en ai pas ici. Mais il faut dire que le dimensionnement de tous les éléments doit se faire en fonction de la classe d'utilité choisie. Pourquoi je dis la classe d'utilité? La ductilité, c'est quoi? La ductilité, c'est la capacité qu'a un élément à subir de grandes déformations sans se déformer, ou sans être effondré. Donc, si on est dans une structure, on arrive, le tremblement de terre, c'est assez court. Si on est dans une structure dans laquelle la structure peut se déformer, mais beaucoup, on aura tendance à laisser la bâtisse ou la construction. Comme ça, on est plus en sécurité. Contrairement à une structure fragile où on n'a pas vraiment le temps de s'échapper. Est-ce que ça va pour tout le monde? Je vais continuer. Donc maintenant, je ne vais pas m'attarder sur, parce que le temps, il y a le dimensionnement des murs. Les murs, ça va être des murs simples ou des murs couplés. Je ne vais pas m'attarder sur le type de dimensionnement. Si vous avez des questions, je peux toujours les prendre. Ou après, je suis dans le couloir si vous voulez toujours en parler. Donc, les dimensionnements des poutres, les dimensionnements des poteaux, les dimensionnements des nœuds, poteaux, poutres. Maintenant, je vais juste prendre un petit temps pour les dimensionnements des nœuds. Les nœuds comprennent la détermination des efforts pondérés qui agissent sur le nœud, la vérification de la résistance au cisaillement du nœud, le dimensionnement de la transversale du nœud et la vérification de l'ancrage des bords. Il y a pas mal de problèmes qu'il y a dans les structures, c'est surtout au niveau des ancrages de bords. Et pour vous dire que je suis dans le pays, je vois pas mal de constructions qui se font, qui continuent à se faire, le hic reste encore là. Donc pour les zones de recouvrement de bord, les zones où on doit prolonger les bords, jusqu'à date, il y a un petit problème là-dessus. Maintenant, ce qui est le plus important dans la conception et le dimensionnement parasismique, c'est vrai, on peut faire de très bons calculs. Mais maintenant, si les dispositions constructives ne sont pas prises, ne sont pas faites, ça veut dire que tous les calculs qu'on avait faits, c'était que du beurre. Donc, je dis maintenant, d'abord, les dispositions constructives, tout ce que je vais dire là, ça a rapport aux constructions en béton normé. Donc, je vois d'abord les armatures transversales, les diamètres minimal, c'est 3/8 de pouce. J'ai vu encore aujourd'hui, on utilise des bords encore. Donc, or, tous les codes de construction n'acceptent plus ça. Or, c'est un peu tremblement de terre, on le fait encore en Haïti. Donc, à nos jeunes ingénieurs, et aussi pour le grand public, ça doit quand même nous faire intervenir, nous appeler vraiment. Maintenant, l'espacement maximal des étriers, et le taux d'armature transversale aussi, et ensuite, surtout, il y a aussi les fermetures des étriers ou des épées, tout ce qui peut être d'armature transversale. Maintenant, il y a aussi les armatures longitudinales. Le diamètre des barres ne doivent pas être de diamètre trop gros dans les nœuds. Il faut surveiller tout ça. Il y a aussi l'espacement maximal entre deux barres successives, mais aussi l'espacement minimal. Pourquoi l'espacement minimal? On fait bien du béton normé. Donc on dit bien béton normé. Donc il faut qu'il y ait beaucoup plus de béton que de l'acier. Mais aussi, entre les barres d'acier, il faut qu'il y ait de l'espace pour qu'il y ait du béton. Donc s'il n'y a pas ça, on va avoir des barres d'acier qui seraient isolées. À ce moment, on ne fera pas du béton normé. Donc on va avoir de l'acier dans du béton, mais ce comportement, on ne l'a pas encore étudié, mais sinon, ça va être le comportement principalement de l'acier. Et je parle surtout des chevauchements des barres. Dans le chevauchement des barres, il y a ce qu'on appelle, il y a la longueur des développements de barres, et ensuite les zones de chevauchement de barres. Les zones de chevauchement de barres, on ne doit pas les avoir dans les nœuds. Et je vois encore ça se fait en Haïti. Donc ça veut dire que c'est un point encore à clarifier. Donc, comme conclusion, je dirais qu'une bonne conception parasismique, c'est-à-dire en tenant compte de l'aléa sismique, on doit d'abord éviter la non-résonance avec le sol. Donc, ensuite, je parlais tout avant que l'ingénieur en géophysique devait caractériser le sol, trouver la fréquence du sol. Maintenant, lorsque la fréquence du sol va être propre, va être proche de la fréquence du bâtiment, il risque d'avoir une résonance. Donc, il faut toujours s'arranger à ne pas avoir ce cas. Maintenant, pour s'affranchir de ce problème, on a recours à plusieurs solutions. Soit si on a une structure en béton normé, soit choisir de dire, ok, on va faire une structure en structure métallique,
ou bien en changeant les propriétés des éléments. Les éléments que j'avais vu tantôt, soit les murs, les poteaux et les poutres. Ensuite, éviter les phénomènes de torsion. Les phénomènes de torsion, lorsqu'on va définir la structure en général, on a ce qu'on appelle la centre de raideur, et puis les centres de masse, c'est où les masses sont concentrées. Maintenant, si le centre de raideur est très loin de la centre de masse, il risque d'avoir des torsions. C'est le cas qui se produit lorsque on a vu des structures qui sont effondrées en Haïti, mais il y avait juste un réservoir dans un coin du bâtiment. Donc ça risque de provoquer des phénomènes de torsion, à limiter les concentrations de contraintes. Je dis concentration de contraintes, ça va être pour les bâtiments en L ou en U, dans les zones où les changements de direction dans les bâtiments. Donc dans ces zones, il y a des concentrations de contraintes. Donc soit on met des joints pour réduire ces concentrations de contraintes. Il faut s'affranchir aussi du phénomène du coup de fouet. Dans la photo du Palais national, tantôt, il y avait une partie de la structure qui était dans une direction et l'autre dans une autre direction. Ça veut dire que lorsque le bâtiment est trop long, on risque d'avoir un phénomène de coup de fouet. Donc les deux dimensions Lx et Ly, lorsque c'est plus proche que 4, il risque d'avoir ce phénomène de coup de fouet. À ce moment, il faudra couper le bâtiment. Ensuite, il y a à confiner la section critique. Ceci est très important parce qu'il y a pas mal de structures qu'on avait vu qui s'étaient effondrées. Les sections à la base, en tête, n'étaient vraiment pas confinées. Donc, c'est à ce moment, il faut vraiment que les sections critiques soient confinées. Et un dernier point, à rechercher la ductilité, c'est-à-dire à toujours permettre, surtout aux poteaux, de pouvoir se déformer, mais sans se rompre. Comme ça, si on est bien dans son lit, on sent quelque chose, on a le temps de s'en sortir, de laisser la maison ou de prendre quelques éléments les plus nécessaires. Donc, je vous remercie. Et le cours, c'est ça, mais bonne chance. Merci Christopher pour d'avoir été ici, d'avoir tenu le temps, exactement 10 minutes. Bonjour à tous, je suis Montine Roosevelt. Je suis candidat au master de géosciences de l'IRGEO. Je travaille au LNBTP, je suis ingénieur civil. Ma question s'adresse à l'ingénieur Christopher Calixte. Vous avez dit dans votre présentation que pour bien construire, on a besoin d'un architecte, d'un ingénieur géophysicien, d'un ingénieur géotechnicien et aussi d'un ingénieur en structure. Et nous savons tous que la majorité de nos concitoyens n'ont pas les moyens de se payer cet ensemble d'ingénieurs. Que proposez-vous à cela? Nous savons que le ministère de la République a mis en place un petit document où il donne des indications. Mais est-ce que cela est suffisant selon vous? Sinon, que proposez-vous comme solution à ceux qui ne peuvent pas se payer ce batterie de professionnels? Je voudrais savoir, dans les calculs pour des structures, est-ce que c'est une méthode incontournable où on peut faire des calculs sans passer par la méthode des éléments finis? C'est vrai qu'on a besoin de batterie de professionnels, mais je ne dirais pas qu'on peut s'en passer. Pour les bâtiments, je pense que l'URGEO a fait des études pour les petits bâtiments. Ensuite, un architecte, je dis bien un architecte ou un ingénieur civil, ou un ingénieur géotechnique, ou ingénieur ça peut être aussi la même personne. Donc, je prends le modèle, j'ai disséqué, c'est vrai, mais pour un grand pays, c'est normal, mais pour Haïti, on sait qu'il y a quand même de modèles de petits bâtiments qui existent, qu'on peut toujours utiliser. Et le MTPPC et le laboratoire aussi, je pense qu'il y avait quand même un microzonage où on peut trouver des accélérations, des spectres de réponse qui ne sont pas spécifiques pour le bâtiment, mais pour des régions. Ça veut dire que, non, si en Haïti, on peut toujours s'en passer un petit peu, mais pourvu qu'on se réfère à des documents qui existent déjà. À ce moment, on ne fera pas quelque chose de très ponctuel pour le bâtiment que l'on veut faire, mais on peut faire avec. Maintenant, pour les bâtiments qui sont plus imposants à ce moment, si on fait un bâtiment qui est assez coûteux, il faudra vraiment qu'on mette la main à la pâte, qu'on passe par tous ces professionnels vraiment. Mais pour les petits bâtiments, on peut se référer à l'URGEO, aux ABAC, même au microzonage qu'il y avait pour le laboratoire, et comme ça, on peut même utiliser surtout les résultats pour les sections minimales, tout ce qu'il y a de minimal, on peut toujours les utiliser. Le problème, c'est qu'avant le tremblement de terre, on n'avait même pas le minimum. Donc, tout ce qui est exigé par le Code du Canada et les CI ou le Code pour la Nouvelle-Zélande, on n'avait même pas le minimum.
Donc, c'est pas ça vraiment le problème. Le problème, c'est se mettre vraiment au minimum et faire ce qu'on peut pour savoir qu'on fait de sécurité. Maintenant, pour la deuxième question, je passe à Péjoin et j'espère que, continuez, j'espère que ça répond à ta question, mais sinon on peut toujours en parler. Pour la méthode des éléments finis, c'est une méthode très importante. Mais aussi, il y a d'autres méthodes qu'on peut utiliser en parallèle. Mais c'est quand même bien, ça donne de très bons résultats. Je disais tantôt la méthode adéquate. Maintenant, méthode adéquate, je disais, c'est quoi que si on a une structure qui a une certaine symétrie, une certaine régularité, on peut ne pas faire une méthode dynamique, mais plutôt faire une méthode statique équivalente, par exemple. Maintenant, la méthode statique équivalente, c'est une méthode pour l'application des forces. Maintenant, pour résoudre le système, pour avoir les déplacements, on va avoir recours aux méthodes des éléments finis. Soit les différences centrées, je ne vais pas entrer plus en détail, mais les méthodes des éléments finis, c'est assez important. Donc, je pense aussi que la méthode des éléments finis, c'est aussi, pour terminer, ça va être une méthode qu'on devra mettre dans le cursus universitaire. Donc, un ingénieur, après 5 ans de formation, doit au moins savoir que cette méthode existe et pour pouvoir même manipuler le logiciel qui fait ces calculs. Peut-être ne pas les modéliser parce que si on utilise un logiciel et ça donne des erreurs, il faut savoir c'est où la source d'erreur. Maintenant, en ayant certaines notions dans la méthode des éléments finis, ça pourra vraiment à résoudre les problèmes qu'on aura à faire face. Merci. Ma question s'adresse, j'ai oublié le nom, à l'ingénieur. Il a parlé d'une nouvelle méthode qu'on appelle la méthode à la performance. Je ne sais pas, est-ce que cette méthode-là regroupe toutes les méthodes habituelles, usuelles de vérification de l'équilibre de la structure de façon statique, par exemple la vérification, moi je ne sais pas, au déplacement, la vérification, comment dire, de façon statique. L'autre question c'est à M. Carr. C'est pas pour la validation de son modèle. Est-ce que vous avez utilisé d'autres modèles qui déjà habituellement utilisés dans ce contexte-là? Professeur, pour la méthode, c'était une méthode de dimensionnement. Je dis une méthode de dimensionnement à la performance. Donc, tous les problèmes, toute la façon de poser l'équilibre statique, l'équilibre dynamique, ça demeure. Mais c'est pour la méthode de dimensionnement. Je dis à la performance, ça va être... Il y avait des états limites qu'on savait définir avant, tels que la fissuration, la plastification de la fibre extrême du béton. Donc, on peut se dire, OK, pour tel tremblement de terre, on a tel risque de tremblement de terre qui ne va pas passer trop longtemps. On sait que, OK, on peut se dire, on va admettre que les structures, ça se fissure. On sait que, pourvu que ça ne soit pas les poteaux, si ce sont les poutres, ça va. Donc, on peut toujours admettre ça. Donc, c'est pour cela on sait que quelle performance que ce bâtiment va avoir lorsqu'il va avoir un événement sismique donné. Donc, c'est pourquoi on parle de dimensionnement à la performance. Le dimensionnement à la performance, pour tout le reste, ça reste même. Il faut que le bâtiment reste en équilibre statique et dynamique. Donc, ça, c'est la même chose. Oui, merci professeur Économie pour la question. Ce que je voulais dire, c'est que tous ces modèles, ils ne sont pas de moi. J'ai amélioré certains d'entre eux, mais c'est des modèles qui existent et qui sont utilisés pour faire des calculs de cette façon. Maintenant, ce qui se passe, c'est que la tendance actuellement consiste à faire des essais dynamiques, mais comme peut-être que vous ne le savez pas, mais je vous donne l'info, les appareils de mesure d'essais dynamiques ils sont assez chers. Par exemple, l'université, la faculté des sciences a essayé de faire l'acquisition de ces matériels-là. C'était des matériels qui sont dans l'ordre de 60 000 €, 60 000 $ américains. Donc c'est quand même assez cher comme matériel pour faire des mesures. C'est pour ça que les mots, on se rabat sur des modèles analytiques qui sont plus simples, mais qui permettent quand même de donner de bons résultats si on peut faire des mesures.